OK. Première question. De quelle façon l'impression sert-elle en éducation? Bon, ben l'impression en éducation, elle sert à deux parties. Elle sert autant aux enfants qu'aux éducateurs. Parce qu'autant l'enfant peut éduquer ou impressionner l'éducateur peut impressionner les enfants. Disons que l'impression en éducation ne devrait servir que pour arriver à garder en vie une personne à éduquer. Si vous avez une personne, un enfant, qui veut jouer avec le feu et qui n'est pas en âge de comprendre le danger du feu, alors là, on doit donc l'impressionner. Alors, la première forme d'impression, ça peut être sur les fesses. On laisse des marques. Et, bref, c'est la loi de l'impression. Ça peut être dans sa psychologie. Disons que c'est beaucoup moins dommageable d'impressionner un enfant sur le corps que dans sa psychologie. Quoique, évidemment, l'impressionnant sur le corps, on impressionne sa psychologie, mais c'est moins dommageable que de crier après ou de faire des menaces, ou etc. Mais, à l'exception du fait, à l'exception de cet état d'éducation où une personne à éduquer, un enfant, par exemple, n'est pas apte à comprendre, mais que sa vie est en danger s'il ne comprend pas, là, on doit impressionner. Toutes les autres, disons, étapes de l'éducation devraient toujours se faire sans impression. L'être humain doit être éduqué de façon à ce qu'il puisse arriver à apprendre, qu'il peut apprendre et à apprendre comment apprendre. Donc, il doit arriver à savoir qu'il peut comprendre. Et comprendre, c'est une forme d'éducation qui est en rapport, en relation intime avec les intelligences, disons, qui permettent l'évolution de la planète. Croire, ce n'est pas comprendre, et avoir peur, c'est encore moins comprendre. Alors, si je ne fais pas une chose parce que j'ai peur des réprimandes, d'une contravention, de ce que les autres vont en dire, ce n'est pas d'éducation, mais c'est de l'impression, et c'est de la manipulation par l'impression, cela va de soi. Si on veut éduquer, on doit donc amener la personne à éduquer à comprendre, et on doit lui faire comprendre des choses qui sont en rapport avec son âge. Et on peut lui donner des expériences, elle peut se briser une jambe pour arriver à comprendre, mais c'est pas grave. Ça repousse pas, mais ça se répare. Par contre, si on impressionne sa psychologie d'une façon telle qu'elle en est traumatisée, ou que cela va déformer toute l'expression qu'elle pourrait avoir à l'état adulte, je ne crois pas qu'on a réussi l'éducation. Elle mange avec une fourchette, elle mange avec une cuillère, mais elle ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est comme ça qu'on le fait. Parce qu'à un moment donné, on lui a dit que si elle ne faisait pas comme ça devait se faire, elle serait punie, elle n'aurait pas de dessert, elle n'aurait pas de, etc. Bref, la manière où on éduque les enfants, toujours en rapport avec ce que la visite peut penser des éducateurs si l'enfant fait telle chose. Ça, c'est une éducation qui, c'est plus un élevage. Et on a été élevé comme ça, on élève souvent comme ça, mais l'impression ne doit pas servir en éducation. Les enfants veulent manipuler leurs parents. Les enfants aussi vont impressionner. J'ai un neveu, presque un neveu du moins, qui a 5 ou 6 ans et qui a une mère et une sœur qui sont extrêmement juponneuses. Il ne peut pas éternuer sans qu'on se goroche pour le secourir. Et puis, à un moment donné, il est assis à la cuisine et il se met à crier. Puis il se met à crier, puis il crie, puis il crie, puis il crie, puis il arrête de crier. Là, il écoute. Là, il entend boum, 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 boum. Sa sœur s'en venait en courant, sa mère n'était pas là. Arrive dans la cuisine, tout essoufflé. L'autre, il la regarde. Hein, c'était un bon cri, hein? Bon, sa sœur a failli le tuer. Alors, lui a impressionné, il a imprimé quelque chose parce qu'il savait. Et les enfants peuvent aussi bien manipuler les parents que les parents les enfants. Et les enfants apprennent à manipuler parce qu'ils sont éduqués en étant manipulés. Les enfants sont des singes, ils imitent. Et les adultes sont des singes qui ont imité. Alors, ce qui fait que l'éducation n'évolue pas. On ne doit pas impressionner jamais. Si vous rencontrez ou vous découvrez une technique extraordinaire qui peut amener l'être humain à évoluer, on va être en affinité avec la technique parce qu'elle nous impressionne. Mais l'art de l'évolution n'a pas été fait pour impressionner l'être humain. Il est fait pour l'éduquer. Et l'éducation des êtres humains par rapport aux enfants humains, aux petits hommes, doit être faite de façon à les éduquer, c'est-à-dire à leur donner des outils, et non pas à les forcer à devenir des outils.
Et lorsque l'on manipule, lorsqu'on essaie de graver, on veut transformer une chose, un réceptacle, en une espèce d'outil qui va être capable de nous servir. D'ailleurs, la société éduque sa population de façon à ce que la population serve la société. Dans une société, il y a des pour et des contre à cette façon de voir. Mais dans l'éducation, on ne doit pas éduquer un enfant pour que l'enfant fasse des commissions. S'il comprend l'utilité du partage des tâches, il fera les commissions avec un grand sourire aux lèvres. Mais de temps en temps, les parents devront faire les commissions, ce qui est le partage des tâches. Mais si on veut bâtir des outils pour alléger le fardeau de la famille, évidemment, on impressionne, on marque, on crie, on chicane, on punit, on fesse. Alors, on impressionne dans la matière physique comme dans la psychologie. Et à un moment donné, ben, les enfants vont aussi vouloir impressionner leurs parents, les manipuler, soit en arrivant avec les cheveux dressés jusqu'au plafond pour voir ce que les parents vont en penser, soit en arrivant dans différents états. Mais c'est simplement une guerre d'impression. Alors, dans l'éducation, bien évidemment, de quelle façon l'impression sert-elle en éducation? Elle ne sert pas. Elle se sert elle-même. Mais elle nuit, l'éducation. On n'a pas des individus qui sont conscients et qui comprennent pourquoi agir lorsqu'on impressionne. On a des individus qui agissent de peur que. C'est extrêmement différent. Quel est le processus psychologique qui fait que l'on refuse de se souvenir, c'est-à-dire que l'on manque de mémoire? La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Bon, le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme de se souvenir. Et le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme d'être manipulé par ce souvenir. Le refus de se souvenir, c'est simplement le refus qu'a la conscience de l'homme, que l'ego va essayer d'opposer à la renaissance d'une forme mémorielle, d'un souvenir, parce que ce souvenir n'est pas pur. Je refuse de me souvenir de quelque chose parce que autour de ce souvenir, il y a souffrance. Et je refuse de me souvenir pour ne pas reconnaître une autre fois la souffrance qui est collée au souvenir, ou la peur qui est souffrance. Alors, la conscience fouille dans les souvenirs et du moment qu'elle rencontre la forme de ce souvenir, elle reconnaît aussi la forme de peur ou de souffrance qui est collée à ce souvenir. L'ego a peur de souvenir et l'ego a peur d'avoir peur. L'ego, c'est vous autres, c'est l'homme. Donc, l'ego va vouloir bâtir une espèce de programmation, de cheminement qui va lui permettre de ne pas se souvenir de formes mémorielles qui sont entourées de peur ou de souffrance. La peur et la souffrance peut être déterminée, peut s'exprimer, peut être perçue de différentes façons. Perdre la face, c'est une souffrance. Alors, je ne veux pas me souvenir de ce que je t'ai déjà dit et je vais me souvenir de ce que j'aurais voulu te dire à la place. Bon, c'est une peur, une souffrance. Alors, manquer de mémoire, ce n'est pas refuser de se souvenir. Si je prends l'expression qui est employée souvent par des personnes qui se conscientisent et qui tout d'un coup n'ont plus de mémoire. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je veux me souvenir, mais je ne me souviens pas. La perte de la mémoire, elle est due dans la conscientisation à deux phénomènes. Premièrement, il y a un haussement de taux vibratoire dans l'astral. L'astral est la substance matérielle qui enregistre la mémoire. Alors donc, il y a une augmentation de la vibration dans l'astral, ce qui va amener comme résultat une destruction ou une transformation des mémoires qui y sont gravées, dépendant évidemment de quelle partie de l'astral ou de quel niveau vibratoire de l'astral qui va être augmenté. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a mutation neurologique chez l'individu qui se conscientise, donc les cheminements normaux interneurones qui amènent la conscience de l'homme à fouiller dans les mémoires, est détruite pour être reprogrammée, c'est-à-dire que les neurones, le cheminement nerveux, neurologique, va emprunter un autre chemin que le chemin conventionnel, un chemin plus rapide, un chemin qui va emprunter moins de neurones pour rendre l'être humain plus efficace. Et entre le temps où il y a destruction du chemin conventionnel et établissement du nouveau chemin neurologique, il y a perte de mémoire temporelle. La personne va retrouver sa mémoire après un laps de temps. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui a un blanc de mémoire et qui cherche, qui ne trouve pas, c'est simplement qu'il y a une, deux, trois ou quelques neurones
qui, normalement, servaient à acheminer la conscience vers cette mémoire, qui sont mortes. Et le cerveau est en train de refaire un nouveau chemin, et pendant ce laps de temps, la personne, elle est là, puis elle cherche, ça ne vient pas. Elle a sur le bout de la langue, elle pourrait le cracher puis le lire, mais ça, bon. Alors, à un moment donné, ça va revenir et elle va pouvoir l'exprimer. Donc, il y a deux phénomènes de perte de mémoire. Mais refuser de se souvenir, c'est une personne qui va se souvenir d'une illusion. D'ailleurs, les souvenirs sont illusoires, mais mon fils est mort, mais mon fils est toujours vivant pour moi. Donc, je refuse de me souvenir. Tu m'as fait quelque chose de mal, ou je t'ai fait quelque chose de mal, et je refuse d'y revenir. Une mauvaise expérience, une opération que j'ai eue, et je refuse d'y revenir. Je ne veux même pas qu'on en parle. Ça, c'est le refus de se souvenir parce qu'il y a le mot souffrance attaché après le souvenir. La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Non. Si vous oubliez tout, vous n'avez plus d'expérience. Et si vous n'avez plus d'expérience, vous êtes comme le nouveau-né. Et observez un nouveau-né, il n'est pas un être divin. Il n'est pas un grand initié. Mais il n'a plus de mémoire. Il n'a plus d'expérience. Ou du moins, il en a une très petite partie. Alors, le fait, disons, de boire une boisson de l'oubli, c'est simplement de se présenter chez une police secrète et demander à ce qu'on nous lave le cerveau. Vous ne serez plus vous, mais vous allez être un autre réceptacle prêt à être éduqué, comme l'enfant. Non. Si vous n'avez plus d'expérience, ou vous êtes un légume, ou vous êtes en relation, en connexion avec une énergie qui est l'énergie supramentale, qui a en elle l'intelligence active, c'est-à-dire le savoir instantané. Autrement dit, un événement se présente et vous avez automatiquement, instantanément, la connaissance nécessaire pour pouvoir répondre à l'événement. Mais vous n'aurez aucune autre connaissance jamais. Parce qu'il n'y a pas de mémoire en vous, donc vous êtes libre de la manipulation, mais vous êtes libre. Mais vous êtes efficace parce que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, avec le savoir instantané. Alors, le feu prend, vous savez quoi faire. Une fois que vous êtes sorti, vous n'avez jamais su que le feu avait pris. Pourquoi? Parce que c'est inutile de savoir que le feu a pris, que j'ai failli mourir. La vie continue. Alors moi, faire une rétrospection que j'ai failli mourir et patati patata, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. L'homme qui n'est pas en relation avec l'énergie du supramental est nécessairement en relation avec sa mémoire et il n'a pas le choix. Ce n'est pas la mémoire de l'homme, l'ego de l'homme, la psychologie de l'homme qui va décider un jour qu'elle-même n'existera plus, même si elle existe encore. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes ici, présent, ce soir, parce que vous l'avez en mémoire. Vous l'avez en mémoire au millième de seconde près après que l'événement se soit passé, mais vous l'avez en mémoire. Ce qui fait que si je vous demande où êtes-vous, vous allez être capable de je suis ici, parce que vous l'avez perçu dans votre mémoire. Si dans l'instantanéité, vous oubliez toujours que vous êtes ici, vous ne pourrez pas répondre. Tu peux pas répondre. Tu ne te souviens jamais suffisamment longtemps de où tu es. L'homme est sa mémoire. Votre psychologie, votre personnalité qui s'exprime est votre mémoire. Vous allez vous asseoir d'une certaine manière parce que vous avez habitué vos muscles, votre colonne vertébrale, vos nerfs, vos tendons, votre psychologie à découvrir un confort. C'est mémoriel, c'est une habitude, c'est mémoriel. Vous avez peur de différentes choses, vous êtes pour tel parti politique, vous êtes pour tel genre d'emploi, pour telle sécurité sociale, c'est de la mémoire. Vous avez appris ces choses-là et vous les exprimez. Alors vous, si vous n'avez plus de mémoire, vous n'existez plus. Et vous ne pouvez pas être là en même temps que vous n'existez plus. Et évidemment, la mémoire est là comme faculté qu'elle n'oublie pas. La mémoire n'est pas une faculté qui oublie. Ça, c'était simplement pour incruster, pour impressionner les personnes. Quand on a déterminé, quand on a dit, quand M. Spock, d'ailleurs, c'est le premier qui l'a dit, a dit que la mémoire est une faculté qui oubliait. La mémoire désigne ce qui retient. Sinon, on aurait trouvé un autre nom pour désigner ce qui retient. C'est là votre choix. Alors, la mémoire, c'est vous. Et vous ne voulez pas mourir. Et vous ne pouvez pas vous libérer en éliminant la mémoire parce que vous ne saurez même plus que vous existez. Et c'est par votre mémoire que vous savez que vous êtes là, que vous vivez, que vous existez, que vous avez un passé.
Sinon, vous n'êtes plus personne. Et l'être en évolution qui n'a plus de mémoire et qui n'est pas suffisamment énergisé pour être en relation avec l'énergie supramentale, l'énergie du savoir instantané, est un être qui n'existe plus. C'est un zombie. Alors donc, la libération ne consiste pas à oublier. La libération consiste simplement à essayer de faire en sorte que l'énergie de l'intellect, l'énergie du mental, l'intellect qui est le mental assujetti à la psychologie, que l'énergie du mental se serve de l'expérience. En cela, il y a du bon. Et d'arriver à faire en sorte que la psychologie ne se serve plus de l'expérience pour essayer de déterminer ce que devra être l'extérieur. Vous avez une crevaison et vous êtes en maudit parce que vous avez en vous la mémoire d'une roue qui est bien gonflée. La psychologie, voyant la crevaison, aurait préféré que ce qu'il y a dans sa tête devienne la réalité et que la roue soit gonflée. Si c'est l'énergie mentale qui se sert de l'expérience, il verra le pneu dégonflé et il dira immédiatement, je vais sortir ce qu'il faut, je vais monter l'auto, je vais changer la roue, je vais continuer. Mais il ne verra jamais aucun problème dans l'événement. Si la psychologie oublie, c'est parfait. Mais que l'homme boive une boisson ou que l'homme perde complètement sa mémoire, cela est une aberration évolutive pour la masse. Cela serait un immense recul dans l'Antiquité. On n'a pas une mémoire, on n'a pas un phénomène astral, qui est la mémoire, disons, nommée ésotériquement, un phénomène psychologique, simplement pour agrémenter notre vie. Il a une utilité qui est extraordinaire et le phénomène de la mémoire est suffisamment densifié aujourd'hui pour permettre à cette mémoire de se régir d'une façon efficace, autrement dit, pour pouvoir se renaître en énergie mentale, pour pouvoir se manipuler de façon à être efficace dans l'expression, dans l'événement. Vous changez une roue de secours d'une façon parfaite, sans risque, sans aucun danger dans un temps record, vous êtes efficace, votre expérience vous sert. Mais vous braillez sur votre roue qui est crevée, vous rouspétez, vous tapez dessus, votre expérience vous nuit. Parce que vous savez qu'une roue peut être gonflée. Et vous savez qu'un auto peut ne pas avoir de crevaison. Et parce que vous savez cela, vous souffrez. Et là, l'expérience est nuisible parce que c'est la psychologie qui s'en empare. Si c'est l'énergie mentale qui s'en empare, il n'y a plus de souffrance, il n'y a presque plus de manipulation. Il y a manipulation en ce sens que l'énergie mentale ne peut travailler qu'à partir de ce qu'elle a comme expérience. Donc, l'homme doit quand même rechercher l'expérience, en ce sens qu'il reste manipulé. Mais il ne peut plus souffrir. Du moins pas comme l'homme le souffre comme l'homme l'entend présentement. L'homme ne peut plus avoir peur, l'homme ne peut plus craindre, l'homme ne peut plus espérer. Mais l'homme est efficace en maudit. Et toutes les personnes, tous les grands maîtres, toutes les idéologies de grands maîtres que vous voyez sont des êtres qui, justement, sont mentales et ne souffrent plus dans leur psychologie. Et vous avez peur de devenir des êtres humains qui ne souffrent plus psychologiquement, et en même temps, c'est ce que vous recherchez. Et d'ailleurs, c'est l'apanage de la dualité psychologique. Alors, ne perdre la mémoire, ce n'est pas une étape vers l'évolution. Que la psychologie fasse place à l'énergie mentale, là, oui, c'est une étape vers l'évolution. Et l'énergie mentale qui peut s'exprimer de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, est une énergie mentale qui va pouvoir s'énergiser, se dynamiser, et plus elle aura un taux vibratoire élevé, plus elle sera en relation avec l'énergie supramentale. Donc, à un moment donné, l'énergie mentale de l'homme ne sera plus, disons, tributaire de la mémoire expérientielle de l'homme, mais elle sera reliée à la mémoire, disons, de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que le mental aura une connaissance instantanée, il n'aura plus besoin de vivre une expérience pour pouvoir être efficace dans un événement. À ce moment-là seulement, et pas parce que l'homme le veut, la mémoire va être dissoute chez l'être humain, c'est-à-dire que par différents processus, la mémoire, l'âme et toutes les mémoires de l'homme vont être digérées par l'ego, et l'ego sera assujetti à l'énergie mentale. Et l'homme deviendra un être qui sera mental et qui aura des émotions, c'est-à-dire qu'il aura une émotivité qui sera dynamisante pour le mental, au lieu d'avoir une émotivité qui s'exprimera seulement pour elle-même et qui nuira à l'expression du mental. Vous serez capable d'être intelligent totalement et non plus d'être psychologique. Vous ne prendrez plus une décision par goût, mais vous prendrez une décision parce que c'est intelligent qu'elle soit prise.
Vous ne déciderez pas de vous marier ou d'acheter par plaisir, par goût ou pour combler une crainte ou une peur ou pour assouvir un désir ou un espoir. Vous allez agir parce que ce sera intelligent d'agir de telle ou de telle façon. Vous serez donc intelligent. C'est, disons, en d'autres mots, toute explication mentale, supramentale et astrale que je viens de donner. Alors, l'être humain perdra par, disons, digestion, toutes ses mémoires lorsqu'il aura accès à l'énergie de l'Esprit Saint, dont on parle dans la Bible, où les apôtres avaient la connaissance de plusieurs langues, avaient la connaissance de presque tous les mécanismes qui régissaient l'évolution de l'homme, lorsqu'ils ont eu un contact avec l'énergie supramentale ou l'Esprit Saint. Ces apôtres, disons, n'avaient plus besoin de mémoire expérientielle. Ils ne parlaient plus au nom du Nazaréen, ils pouvaient parler en leur nom, c'est-à-dire qu'ils laissaient l'énergie supramentale s'exprimer par eux-mêmes. Et ils étaient cette énergie. Ils n'avaient plus besoin d'expérience et ils ne vivaient plus d'espoir. Alors c'est pour cela que plusieurs apôtres ont pu mourir crucifiés, ont pu mourir martyrisés, même s'ils le savaient, ils n'en avaient pas peur, car ce n'était pas la psychologie qui savait, mais l'énergie mentale. Et l'énergie mentale n'a pas peur. Elle sait. Et si c'est intelligent qu'une chose soit faite, même s'il y a disparition du corps physique, cette chose sera faite. Si c'est intelligent qu'elle ne soit pas faite, elle ne sera pas faite. Mais ce n'est pas question de mémoire ou de psychologie. L'être humain, dans son évolution, finit par être en relation avec l'énergie supramentale et à cet instant, il n'a plus besoin de ses mémoires. Il ne se retourne pas sur lui-même et avec un marteau, il brise ses mémoires. Il y a un processus de dynamisation qui va permettre à l'énergie mentale d'augmenter son taux vibratoire et le mental sera servi par Satan. Le mental sera servi par une forme d'astral non polluante et non polluée. Il aura une émotivité intelligente. Vous savez que le diable et Satan ne sont nos ennemis que tant qu'ils ne sont pas réduits en esclaves. Et celui qui doit être le maître, ce n'est pas l'astral, ce n'est pas la psychologie, c'est le mental. Si c'est intelligent d'avoir un esclave, on a un esclave. Si ce n'est pas intelligent, on n'en a pas. Ce n'est pas question de goût ou de désir. Vous ne voulez pas évoluer par goût, par plaisir. Vous pensez vouloir évoluer par goût, par plaisir, mais vous voulez évoluer parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous vous posez des questions, parce que vous cherchez des réponses, parce que vous voulez combler des lacunes, mais pas par goût, par plaisir, parce que vous n'avez pas le choix. Et dans ce pas le choix, on peut prendre goût à évoluer. Mais vous ne cherchez pas à comprendre par goût, même si vous pouvez goûter la recherche. Il y a plusieurs questions qui viennent sans mémoire. Je ne sais pas, en 2-3 minutes, ça se fait-tu que tu nous dises un peu le processus, comment qu'une information est stockée dans la mémoire? C'est-tu trop complexe ou... Non, c'est pas trop complexe, pour le dire. Non, je suis d'accord. C'est utile, d'abord? Bon, je vais répondre. Et bon, la mémoire, elle est stockée, disons qu'on va laisser faire le processus chimique de stockage de la mémoire, parce que là, disons qu'on s'étendrait. Sachez simplement que la mémoire, elle est de deux ordres. Il y a une mémoire qui est vibratoire, c'est-à-dire qui est stockée à l'intérieur de l'énergie vitale chez l'homme, énergie vitale qui est en relation avec la vie, énergie vitale qui est canalisable par acupuncture, entre autres, énergie vitale qui est de trois types. Premièrement, un type tellurique, ou yin, un type solaire, ou yang, et un type médian de synthèse, une énergie vitale typiquement humaine. L'homme qui mange un fruit, le fruit, il le cueille. Le fruit est gavé d'énergie tellurique prise par les racines au sol et d'énergie solaire, yang, prise par le soleil. Il le cueille, il le place sur une table et le fruit ne pourrit pas. Le fruit continue à croître parce qu'il est gorgé d'énergie vitale et l'énergie vitale est la vie. L'homme qui le mange, mange de la vie. Cette énergie vitale enregistre de la mémoire parce que c'est elle qui garde la forme. Lorsque l'énergie vitale du fruit quitte le fruit pourrit, la forme disparaît. C'est un processus mémoriel. Elle garde la forme. La psychologie de l'homme, évidemment, interfère avec l'énergie vitale et lorsque la psychologie change, l'énergie vitale est transformée. Ce qui amène dans le corps physique, dans l'expression physique, une transformation des lignes de la main, des caractères du visage, de l'expression, de l'écriture, etc. Juste pour vous montrer la relation de la psychologie, l'énergie vitale et le vital et le corps. Il y a une mémoire typiquement chimique. Chimique, c'est-à-dire que si on est capable
à un moment donné, de faire d'avoir, disons, une extraction de cette mémoire chimique, on serait capable de l'injecter chez notre individu et de lui donner la connaissance, disons, d'un médecin ou de quelque chose, d'une profession. Et cette mémoire chimique, elle est presque découverte présentement par la médecine, c'est-à-dire que les médecins, les savants, les chercheurs en ont une idée, ils croient maintenant que la mémoire peut être chimique, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils vont la découvrir à un moment donné. La mémoire, elle est stockée dans le cervelet, entre autres, chez l'être humain, et dans l'hippocampe. Disons que là, on va dans des détails un peu trop neurologiques. La mémoire, elle est stockée dans le sang, dans le liquide céphalorachidien. C'est une espèce de liquide, disons, quand on a une ponction lombaire, c'est ce liquide qu'on va chercher, qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière dans la colonne, et il est stocké chimiquement dans le bulbe rachidien et dans l'hippocampe, c'est-à-dire c'est une partie qui relie les deux hémisphères cérébrales. La mémoire, elle est de plusieurs formes, on l'a vu tout à l'heure, et lorsque l'individu reçoit par la lumière une vibration, cela est transmis en électricité jusqu'à une partie du cerveau où elle sera analysée et stockée dans des produits chimiques, c'est-à-dire qu'il y aura une réaction. Et sachez en partant que les produits chimiques dans l'homme ne sont pas des produits chimiques de formule chimique aussi simple que NaCl ou CaHCO3, comme l'acide acétique ou le chlorure de sodium, le sel de table. Il y a d'immenses, disons, atomes de carbone mélangés avec de l'oxygène, de l'hydrogène, ce qui fait qu'en fin de compte, on a simplement, comme codage mémoriel, à ôter un hydrogène, placer un oxygène pour avoir une information. Et si on ôte différentes molécules pour les remplacer par d'autres, on a une nouvelle information. Si on prend par exemple la mémoire génétique, la mémoire génétique, elle est formée dans le noyau de la cellule et elle est de deux ordres. On va parler du principal qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est une espèce de grande chaîne qui est faite en tire-bouchon et qui ne contient que 4 molécules qui, comme telles, vont se soutenir sur un support. Alors, on a donc de la thymine, de la guanine, 2 autres formes de molécules, disons qu'on va passer, et seulement 4 sortes, disons qu'on aurait l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. 4 seules sortes d'atomes qui vont déterminer une différenciation humaine aussi complexe que les 4 milliards 800 millions d'individus sur la Terre. C'est une mémoire qui est déterminée par 4 seules formes, disons, de molécules qui se tiennent sur un support de sucre, un ribose, et selon que je mets telle molécule à une place et telle molécule à une place à travers un choix de 4 sur une grande chaîne, j'ai un être humain qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux un peu moins foncés, qui a les yeux de telle couleur, qui a telle longueur d'intestin grêle, qui a telle grandeur de pied, qui va avoir tel genre de corde vocale, bref, ce que vous savez. Et c'est une mémoire qui est déterminée par 4 molécules. La mémoire chimique chez l'homme est déterminée par un peu plus de molécules que 4. Et c'est déjà extraordinaire, disons, la variation génétique que l'on peut avoir dans l'expressivité, justement, des corps. Alors, la mémoire, elle est chimique, et tout ce qui arrive simplement, c'est que la vibration que j'entends est transformée en électricité, elle va jusqu'à mon cerveau, et elle va déterminer le codage de substances qui sont organiques chez l'homme. J'appelle produits chimiques, qui restent organiques. Donc, elle va déterminer la construction et la transformation de tel genre de molécules. À la longue, l'affinité qu'ont ces molécules l'une pour l'autre fait qu'elles vont s'intermêler, ce qui fait que le temps transforme et efface la mémoire. L'individu qui veut développer une mémoire extraordinaire, une mémoire efficace, doit apprendre comment effacer sa mémoire et comment mémoriser l'important. Ça, si vous allez dans des cours où vous allez vouloir apprendre à avoir une bonne mémoire efficace, ben c'est le premier apprentissage, c'est de savoir quoi oublier. C'est-à-dire que tu arrives effectivement à effacer. Et quand on fait un lavage de cerveau, on retransforme les molécules qui sont chimiques de ce schéma mémoriel, cette bande, disons, magnétique, mais qui est chimique, on l'efface. On la perturbe et l'individu fouille et ne trouve rien qui est, cohérent. Alors après, on va recoder ces substances chimiques et on va reformer. Maintenant, à l'intérieur du sang, il y a énormément de traces de cette substance chimique. Et dans le liquide céphalorachidien, il y a évidemment beaucoup de traces. Ce qui fait que la psychologie égoïque de l'homme, la mémoire consciente, se retrouve surtout dans le sang et dans le liquide céphalorachidien. Le sang est pompé par le cœur et le sang nourrit le cerveau.
en plus du reste du corps. Le sang dans les muscles striés, les muscles rouges, la viande rouge que vous mangez, elle est rouge parce qu'elle est gorgée de substances sanguines. Évidemment, lorsque l'on mange de la viande rouge, on n'est plus assujetti à être transformé. Les végétariens vont dire que vous absorbez le karma de l'animal, la mémoire de l'animal. Dans le sang, il y a mémoire. Et si on prend de la viande rouge, de la viande gorgée de sang, évidemment, on absorbe le karma de l'animal, sa mémoire. Et s'il est traumatisé lorsqu'il est tué, on finit par teinter notre mémoire de traumatisme, de meurtre, de mortalité. Alors, le sang transporte la mémoire. Le cœur est donc devenu le symbole de l'amour, de la psychologie. C'est normal, le cœur est la pompe. Et le liquide céphalorachidien, disons, liquide beaucoup plus subtil que l'homme ne voit pas. Disons, l'homme, si vous saignez, disons, qu'il faudrait une facture, disons, du bas du crâne pour que vous puissiez voir du liquide céphalorachidien, qui est assez, disons, rare. Mais c'est un liquide qui nourrit le cerveau, qui baigne le cerveau, qui protège en même temps le cerveau contre les ondes de choc, mais le gros de la mémoire est stocké au niveau du liquide céphalorachidien. Les endroits du cerveau qui vont interpréter les molécules. Quand une cellule se divise, l'ADN est divisé, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction, disons, d'ADN, et la cellule va se reproduire identiquement. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles dans le noyau qui vont lire le codage génétique pour recréer une cellule identique. Dans l'homme, il y a des parties. Il y a l'hypothalamus, le thalamus, entre autres, qui est le siège biologique de la conscience de l'astral, et ces parties-là vont pouvoir, effectivement, décoder la mémoire et recoder la mémoire. Sachons, disons, présentement, que toutes les informations sensorielles, donc visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, doivent obligatoirement passer par l'hypothalamus et le thalamus avant d'arriver au cortex cérébral. Et le cortex cérébral est un des sièges de la conscience mentale. Ce qui fait que toutes les informations que vous avez de l'extérieur, et ça biologiquement vous pouvez le vérifier, doivent passer par le thalamus, où il sera teinté par la mémoire de l'astral, avant d'arriver à la conscience mentale. Ce qui fait que l'homme est manipulé par sa mémoire, ce qui fait que l'homme a toujours son verre d'eau en avant, parce que tout ce qui est visuel doit passer par le thalamus avant d'arriver à la conscience du cortex cérébral, l'un des sièges de la conscience mentale. Alors donc, la mémoire se grave dans une chaîne chimique, moléculaire, où la lecture est déterminée par différentes molécules. Les ordinateurs, dans le début, lorsqu'un ordinateur avait la dimension d'un édifice, on avait des cartes perforées. Et la carte était perforée, et on donnait ça à l'ordinateur, et l'ordinateur comprenait ce qu'on lui disait. C'était une carte, et selon l'agencement des trous, on avait des mémoires différentes. C'est le même processus, 1 billiard de fois plus compliqué, disons, pour la mémoire de l'homme, mais c'est le même processus mémoriel. Et c'est de cette façon que la mémoire se grave dans l'homme, et qu'elle peut être effacée dans l'homme. OK. J'ai passé mon 3 minutes. C'est toute une explication. Comment faire un ménage de nos mémoires dans un sens ou dans l'autre? Ce ménage n'est-il pas lui-même des mémoires qui brassent d'autres mémoires? Évidemment. L'homme est donc toujours manipulé. Évidemment. J'ai 34 ans d'impression. Comment éviter l'influence des mémoires à chaque impression? On expliquait, je crois la semaine dernière, que l'impressionnabilité, la manipulation d'un individu était faisable à la condition qu'il y ait deux choses. Un individu apte à être manipulé et une forme manipulatrice. Alors, je ne dois pas détruire mes mémoires. Je ne dois pas balayer mon expérience. Je dois m'arranger pour qu'elle ne me manipule plus. Et c'est différent, et c'est beaucoup plus simple. Vous avez 34 ans d'impression, vous voulez effacer vos mémoires, tout seul, vous pouvez perdre 20 ans à les effacer. Mais si vous apprenez à ne plus être manipulé par vos mémoires, cela peut vous prendre 2 ou 3 ans, ou 15 secondes, ou évidemment 20 ans. Mais le cheminement est plus facile et il est en accord avec le processus d'évolution de l'homme. L'expérience est la base sur laquelle va se tenir le mental pour pouvoir aller chercher l'énergie supramentale. Et détruire la base, bien évidemment, c'est descendre le mental au sol, l'énergie supramentale n'ira pas le voir. Bon, alors, comment faire pour arriver à ne plus être se laisser assujettir par nos mémoires? Ben, c'est la 45e conférence ce soir, et c'est de ce sujet que l'on traite depuis 45 semaines. Il va de soi que ce n'est pas une chose facile
Pourquoi? Parce que l'homme veut se débarrasser de ses mémoires, parce que l'homme a en mémoire que ses mémoires lui nuisent, et il a en mémoire qu'il devrait peut-être se débarrasser de ses mémoires. Donc, si l'homme se débarrasse de ses mémoires, il oublie qu'il doit s'en débarrasser. Donc, il se met à réaccumuler des mémoires, ou un jour il va réapprendre qu'il doit se débarrasser de ses mémoires, il va le mémoriser, et sachant en mémoire qu'il doit se débarrasser de ses mémoires, il peut essayer de s'en débarrasser. S'en débarrassant, il va oublier qu'il doit s'en débarrasser, vu qu'il oublie qu'il doit oublier, qu'il doit s'en débarrasser, et il recommence le processus. Alors, il va de soi, évidemment, vous pouvez constater que c'est un cheminement qui est compliqué. Par contre, être capable d'observer quand une mémoire fait surface et quand la mémoire essaie de s'interposer entre la réalité et ma conscience. Ça, c'est un cheminement plus intelligent, plus facile, compliqué, mais plus facile, et qui amène à des résultats qui sont certains. Je vois quelque chose, j'interprète ce que je vois, je suis fait. Ma mémoire vient de s'interposer comme masque entre ce que je vois, entre ce que je vis et ce que j'ai comme expérience. Se débarrasser des mémoires, non. Par contre, l'un des mécanismes qui peut permettre à l'homme, à la base, transformer son schéma mémoriel, d'arriver à être plus efficace, d'arriver à pouvoir arriver à observer ses mémoires pour ne plus être manipulé, c'est évidemment de passer par l'intellect. Vous avez déjà plein de choses qui, mémoriellement, ont été gravées de par votre éducation, qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous exprimer, c'est-à-dire qui vous empêchent d'être efficace dans certaines situations. Quand je parle d'efficacité, je ne veux pas simplement dire de faire de l'argent ou de gagner, ou etc. Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas efficace. Vous voulez prendre du soleil, vous voudriez vous mettre à poil, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas efficace. L'efficacité dans l'expression, c'est là l'efficacité. Alors donc, il y a plusieurs choses fixées dans vos mémoires qui, évidemment, nuisent à votre efficacité d'expression, qui nuisent à votre créativité, qui nuisent à l'agencement harmonieux de ces maudites mémoires. Vous avez en mémoire le concept de liberté et vous avez en mémoire certaines choses que vous ne devez pas faire. Pourquoi ne devez-vous pas les faire? Parce que moralement, ça ne se fait pas. Alors, entre la liberté et la barrière mémorielle, le concept, la morale, évidemment, il y a une non-efficacité. Et vous ne devez pas détruire la mémoire. La mémoire, elle se transforme. Mais la première chose à faire, évidemment, c'est de voir partout dans notre vie où sont nos contraintes. Toutes les fois qu'on vient pour poser un geste et qu'on ne le pose pas ou qu'on hésite, un geste, une parole, un mot, une expression, quelque chose dans le genre où on hésite, alors là, il y a une mémoire qui vient s'interposer entre une efficacité d'expression et vous-même. C'est la base, c'est le début. Ce n'est pas du spiritualisme, disons, d'avenir, ou dans 150 ans d'ici, je vous promets que, ou vous allez vous promettre que. Ce n'est pas une carotte une carotte que vous allez essayer d'attraper, qu'on appelle l'espoir. L'évolution, elle se fait dans la réalité, c'est l'efficacité qui dénote le résultat de l'évolution. Alors, la mémoire, elle est imprimée. Êtes-vous capable de déjeuner en mangeant de la crème glacée? Ça ne se fait pas. Bon. Êtes-vous capable de sortir de votre douche et de vous en aller dans votre chambre devant vos enfants ou votre femme? C'est sûr que si votre enfant a 13 ans et qu'il n'a jamais été habitué, vous pouvez le traumatiser parce que c'est aussi pire que vous. Mais si votre enfant a 6 mois, moi j'ai connu un individu justement qui avait une fille et qui avait de la misère à changer ses couches parce qu'il n'avait jamais vu de proche comment ça fait une petite fille. Oh, elle avait 2 mois. Alors, il n'y avait aucun danger pour la petite fille. Mais toutes les fois qu'il changeait sa couche, il s'arrangeait pour imprimer la morale. Il ne regardait à peu près pas. À l'époque où je faisais de l'ambulance, on avait un voisin en bas qui s'évertuait à appeler les ambulances à tout bout de champ. Et il se vantait d'avoir un enfant, un noir, sa femme est blanche, lui est blanc. Il disait que c'était son enfant. Et il n'était pas vicieux, jamais il ne lui avait lavé le pénis. Ni sa femme. Jamais, on n'avait jamais touché à ça, il s'en vantait au médecin. Ce gars avait 2 ans, ça faisait 2 ans que je faisais un bon paquet de temps qu'il l'avait. Et jamais, il risque rien que nous autres, jamais on va le violer, on va le violenter, jamais on y touche. Ben, à un moment donné, il cherchait dans la maison ce qui sentait mauvais, puis il avait les coins, mais... bon, ça c'est la morale, et ça c'est vrai, c'est véridique, c'est vécu.
Et si vous fouillez vous-même dans votre vécu, vous allez trouver des exemples qui ne paraissent pas aussi ridicules. Je dis bien ne paraissent pas. Il faut les observer. Ça dépend du point de vue où on se place. Mais la première chose à faire pour arrêter d'être manipulé, c'est que lorsqu'on a quelque chose justement qui nous empêche ou qui nous retient, c'est de placer ça, non pas, de pas le regarder du point de vue psychologique, du point de vue culpabilisateur, mais du point de vue intellectuel, intelligent. Et là, vous allez finir par ne plus être manipulé par ce retour mémoriel, ce vomissage incessant de cochonneries dans votre conscience. Intelligemment, je devrais laver. Mais moralement, intelligemment. Vas-y intelligemment, puis c'est évident que tu laves. Vas-y intelligemment, puis c'est évident qu'il y a bien des choses que vous allez faire. Mais votre psychologie peut en souffrir. Pourquoi? Parce que la mémoire refuse d'être transformée, ce qui amène une souffrance psychologique chez l'homme. Vous n'avez jamais été capable de remercier votre patron ou de remercier un employé, parce que vous êtes connu comme étant une personne qui est hautement dignitaire, et à un moment donné, vous avez le goût, mais vous n'êtes pas capable, parce que dans vos mémoires sont imprimés le fait que vous ne le faites pas. Et la mémoire, si vous le faites, devra se transformer. Elle devra accepter le fait que vous le faites aussi. Et cette transformation mémorielle amène la souffrance psychologique. Je vais aller féliciter mon employé, mais en même temps, je suis pas capable. La mémoire souffre, elle ne veut pas être transformée. Et c'est le frein, elle vous manipule. Mais intelligemment, je vais-tu pas? Est-ce que ça va être meilleur pour la compagnie? Meilleur pour nos relations? Est-ce que ça va être n'importe quoi? S'il y a une raison intelligente, vous devrez le faire. Et votre psychologie va souffrir le temps que vous allez le faire, puis après, elle va s'en rassasier. Elle va être contente, mais contente. Et cela ne veut pas dire que le problème est réglé. Parce que vous pouvez avoir des souffrances psychologiques face aux 20 premiers employés. Après, ça va devenir normal, parce que votre mémoire est incrustée profondément. Alors, c'est simple. Dans votre vécu, toutes les fois que vous avez un frein psychologique, vous devez remettre ça au niveau mental. Et l'intellect devra trancher, non pas la psychologie. Ce n'est pas question est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est bon ou mauvais, en ce sens que est-ce que ça peut apporter, construire ou ça va détruire. Pas votre psychologie, elle peut être détruite, mais c'est pas bien grave, elle va être améliorée. Mais est-ce que ça va détruire dans l'extérieur, dans la matière, ou si ça va construire? Si c'est constructif et créateur, alors automatiquement vous devriez l'exprimer. Et au diable la mémoire. C'est juste la mémoire qui vous contraint. Le carcan mémoriel, le carcan social ou le carcan d'expression, c'est vos mémoires, votre éducation. Et même si vous maudissez votre éducation, vous ne faites que l'incruster de plus en plus et vous n'arriverez pas à vous en libérer. On s'observe et tous les petits freins mécaniques, réflexes, psychologiques que l'on a, on doit les reléguer au niveau du plan intellectuel, mental, et lui devra trancher. Et après ça, faites-le. Ah, c'est une autre paire de manches. Mais on est déjà sur le chemin lorsqu'on sait qu'on devrait le faire et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. On est au moins sur le bon chemin parce qu'on comprend réellement la manipulation de la mémoire, de l'impression, et on sait ce qu'on devrait faire. Après ça, il vous reste à travailler pour le faire. Travailler pour le faire, mais sans jamais vous maudire de ne pas être capable de le faire, puis sans jamais vous culpabiliser de ne pas arriver à le faire. Ça, c'est important. Parce que vous culpabiliser, c'est créer une autre mémoire qui est destructrice pour vous. On s'en fout. Ça prend 15 ans, ça prend 20 ans, mais vous êtes sur le bon chemin. Ça prend 2 semaines, parfait. On n'a pas de culpabilisation à avoir parce que je sais que je devrais, mais je suis pas capable. Puis là, on se maudit. Mais maudissez-vous si vous faites ça. Et pas pour aucune autre raison. Voudrais-tu expliquer ce qu'est l'intolérance si elle est vécue premièrement avec l'émotivité, puis deuxièmement avec le mental? La différence entre les deux. Bon, l'intolérance psychologique est une intolérance, disons que si je vais répondre comme je perçois la question, parce qu'on peut la percevoir de plusieurs manières, puis on n'aura pas le temps. L'intolérance psychologique, c'est simplement parce que dans ma mémoire, j'ai gravé suffisamment profondément, je me suis fait acquérir suffisamment avec une forme de mémoire pour en faire un concept. Et lorsqu'on amène quelque chose qui ne va pas avec, qui n'est pas en résonance avec, ma psychologie ne peut le tolérer, de peur que ma mémoire soit transformée. Et lorsqu'une mémoire psychologique se transforme, il y a souffrance psychologique.
Donc, de peur de souffrir, je refuse. Je suis intolérant. L'intolérance mentale, c'est une intolérance qui n'est pas capable d'accepter la diplomatie entre la réalité et l'illusion. Ça, c'est de l'intolérance intellectuelle, de l'intolérance mentale. Disons, intellectuelle, faut faire attention, parce que l'intolérance intellectuelle peut être assujettie à la psychologie. L'intolérance mentale, intelligente, elle ne peut accepter la diplomatie entre la vérité et le mensonge, disons, ou la réalité et l'illusion. Je prends un peu de drogue ou je fume un peu, mais tant que j'exagère pas, il n'y a pas de danger. L'intellect va dire non, connard. Tu fumes, c'est pas bon. Il n'est pas question de dosage. Ce n'est pas bon. La psychologie va dire, oh oui, mais pas plus que 2 paquets par semaine, il n'y a aucun danger. Et l'autre psychologie va dire, pas plus que 2 paquets par jour, il n'y a pas de danger. Et l'autre psychologie, pas plus que 2 paquets à l'heure, il n'y a pas de danger. Le mental, lui, n'est pas psychologique, il n'est pas expérientiel. On a des études qui prouvent que le mental, l'être humain, l'ego, accapare ça, c'est-à-dire que va le graver, va l'imprimer dans sa mémoire, et la psychologie s'en sert pour dire qu'il n'exagère pas, et l'intellect, le mental s'en sert pour dire que c'est mauvais. Il y a intolérance mentale seulement face à l'illusion, au mensonge. Et il y a tolérance mentale seulement face à la réalité. Il y a intolérance psychologique lorsqu'un concept bien gravé, une foi, une idée, un concept, n'est pas en accord avec une perception de l'extérieur, une réalité ou quoi que ce soit. Il y a intolérance. Et il y a tolérance psychologique lorsque j'amène de quoi qui va avec les concepts. C'est normal qu'un enfant crie. Fait que l'enfant crie à journée longue chez vous, ne dérange pas. Normal. Ça va avec le concept. Et puis, c'est normal qu'un être humain ait droit de la tranquillité de temps en temps. Fait qu'il y a un enfant qui broye à journée longue, il n'y a rien à faire, tu le bats. Bon, tu es intolérant. Si tu es mental, c'est l'énergie mentale qui va trancher et il n'y a pas de psychologie qui va pouvoir s'exprimer. Là, on parle évidemment d'un mental qui est personnalisé, un mental non coloré par la psychologie, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des cas. OK, on va en choisir une qui est complètement peut-être un peu différente, mais qui va peut-être résumer. Pouvons-nous arriver à ne plus être impressionnables si l'on se pratique à impressionner? Impressionnant. Le fait d'impressionner les autres peut amener l'individu, peut amener l'homme, à comprendre réellement les mécanismes de l'impression et la loi de l'impression. Mais il ne pourra pas le comprendre d'une façon parfaite, pure, globale, totale. Il ne pourra le comprendre que du point de vue où il est placé, celui qui impressionne. Et jamais il ne pourra se rendre compte que chaque fois qu'il impressionne dans l'extérieur, qu'il menace quelqu'un, qu'il promet des choses à quelqu'un, alors que lorsqu'il impressionne l'extérieur, il ne pourra se rendre compte que chaque fois qu'il impressionne l'extérieur, qu'il s'impressionne lui-même. Quelle promesse avez-vous fait à quelqu'un? Ah, si vous cherchez, vous êtes capable de vous en rappeler. Donc, elle vous a aussi impressionné. Quelle menace avez-vous fait à quelqu'un? À un moment donné, vous avez aussi peur qu'on vous menace de la même manière. Ou si vous faites des menaces et que quelqu'un vous fait les mêmes menaces, vous allez être assujetti en maudit. Plus vous allez impressionner, plus vous allez vous impressionner. Couchez-vous le soir et contez-vous des histoires de peur. Mais contez-la à quelqu'un d'autre. Puis si vous êtes impressionnable, vous non plus, vous ne pourrez pas dormir. Parce que vous avez impressionné et vous parlez, tout ça est vibratoire et cela s'imprègne aussi dans votre mémoire. Ce qui fait que se pratiquer à impressionner, c'est être de plus en plus impressionnable. Observez. Observez l'impression. Et l'impression que l'on fait, l'impression que l'on reçoit, c'est d'avoir la possibilité d'arriver à comprendre la naissance de l'impression, sa vie et sa mort. Tu me parles et je viens pour réagir, mais je me rends compte que je réagis seulement à ce que tu viens de dire. Les palettes de chocolat Aéro sont remplies de cyanure de potassium. Vous écoutez ça aux nouvelles le soir. Ben, vous êtes impressionné.
Puis là, si vous n'avez mangé une, il y a 1 heure, vous êtes drôlement impressionné. Vous pouvez même arriver jusqu'à être malade. Parce que vous n'êtes pas tarlat. Empoisonné, c'est normal que vous soyez malade. Hein? Je ne suis pas pour être tarlat, pour être malade. Assujetti. Et par après, on dit que, bon, c'est pas empoisonné. Mais si vous avez été malade, vous risquez de dire que la vôtre ne devait pas être bonne pareil. Parce que l'ego tient à se défendre, à ne pas perdre la face. C'est normal. Stupide, mais normal. Si c'est vous qui comptez des histoires, ben, à un moment donné, vous allez finir par avoir une onde de choc en retour. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, vous apprenez. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous gravez. Vous vous rappelez ce que vous avez dit. Un professeur donne un cours et il peut dire après son cours quelle était la matière qu'il enseignait. Et on m'a posé telle question, j'ai répondu à telle chose. Je te rencontre, puis le gars qui doit de l'argent, tu as-tu parlé? Ah oui, j'ai dit j'y casserais les 2 jambes, j'ai dit que je le tuerais, je lâcherais mes 3 chats sur lui. Bon, ben, tu t'en rappelles, tu es impressionné. Et si à un moment donné, je te fais les mêmes menaces parce que tu me dois de l'argent, tu vas être aussi impressionné que celui que tu as impressionné, qui est normal. Mais observez. On parle de la palette de chocolat qui est empoisonnée, et observez ce qui se passe. Regardez comment stupide vous agissez parce qu'on vient de dire ça. La télévision détermine vos gestes. Vous rentrez dans un supermarché, la boîte de savon, 1 cent pour 15 boîtes. Ah, vous partez en courant, puis tout le monde part en courant, puis un gros carambolage de carrosse. Mais observez-vous, parce qu'on a mis une étiquette là, vous vous mettez à courir. C'est pas vous qui manipulez quoi que ce soit, c'est pas vous qui contrôlez. Vous n'êtes pas les maîtres à bord. L'extérieur est le maître à bord parce que l'extérieur impressionne votre psychologie. Votre psychologie attire, c'est-à-dire qu'elle fouille dans ses mémoires toutes les impressions similaires avec 1 cent 15 boîtes. Normalement, c'est tant la boîte, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ce qui fait que pendant que tout ça se fait, tu es déjà en train de courir. Mais on est manipulé par l'impression. Et si on arrête, bon, ben là, c'est intelligent de courir, par exemple, 1 cent de la boîte, là. Mais là, au moins, vous auriez raison de courir, mais si vous le savez, hein, très important. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez être impressionné. Et si vous observez, pourquoi j'agis comme ça? Vous rentrez quelque part pour la première fois, la lumière diminue, elle monte, elle diminue. Ah là, vous cherchez les explications supramentales ou n'importe quoi. Ben, il a fallu simplement un presque panne de courant pour lancer des nouvelles philosophies. Vous savez qu'il y a des religions qui sont parties sur la planète simplement à cause d'erreurs et d'accidents. J'en ai déjà parlé à un moment donné, je crois, où on avait une personne, un immense peuple qui avait besoin d'un messie, d'un sauveur. C'est une histoire vécue. Et je ne vous place pas le contexte parce que c'est pas nécessaire que vous trouviez où ça se passe. Ça trouve branlant, mais c'est pas le Nazaréen. Alors, à un moment donné, on a un individu qui arrive là et qui parle un peu en fou, c'est un savant, et qui compte comment on devrait transformer telle chose, puis le territoire où ce peuple-là vivait, comment on pouvait tout changer, même pour réussir à balayer les ennemis à l'extérieur, comment on pouvait, etc. Mais le peuple qui était là ne croyait jamais les étrangers. C'était absolument abominable. Ils n'étaient pas du même sang. D'ailleurs, le sang a servi à massacrer énormément. Hein. Il fallait qu'on soit du même sang, sang royal ou sang français, ou sang anglais, ou sang, etc. Sans bon sang. Alors là, le sang était très important. Et en fin de compte, l'espèce de gros comité directeur de la peuplade, c'était pas une tribu, c'était réellement un peuple, a décidé de tuer quand même l'étranger, même si l'étranger avait sauvé 3 guerriers des empreintes des ennemis. On a quand même décidé de le tuer au cas. Il est peut-être bon, mais s'il est mauvais, il risque de détruire le peuple, alors on va éliminer. Et ça, c'est une réflexion presque mentale. On prendra pas de chance. Présentement, ça va bien. Avec lui, ça peut aller mieux, mais ça va pas aller plus mal. Présentement, ça va bien. Sur les limites, on reste bien. Restons bien. Alors, la personne qui devait aller le tuer, il était en train de donner un discours encore sur la place publique. Elle s'est approchée avec un couteau. Et on ne sait pas, mais elle s'est enfargée et elle est tombée sur son couteau. Et le peuple a vu là un signe des dieux. Et cette personne est devenue presque un messie, justement. Et on l'a suivi, on a tout fait. Une population entière a été impressionnée par un accident bête, stupide et banal, et
on a parti une nouvelle religion, je ne nomme pas le nom, on a parti des contextes, on a parti des concepts, on a formé toute une idéologie, puis on a pu diriger un peuple, et effectivement, ça a fonctionné. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu lui aurait fait signe autrement, il n'aurait pas envoyé un guerrier se faire tuer pour rien. Mais effectivement, il s'est enfargé, il est tombé sur son couteau. Et toute la population a été impressionnée à travers le filtre des traditions, le filtre des annonces prophétiques, et ils en ont parlé au reste de la population, de déformation en déformation, et puis là, c'était fait, il n'y a plus aucun gouvernement en place qui aurait pu interdire ou qui aurait pu décider qu'on tuait l'étranger. Le tuer était faire une révolution. Tout a changé simplement à cause d'une pierre. Parce que la population a été impressionnée. Et si on remarque, tous les gourous, tous les maîtres, tous les vichous essaient d'impressionner leurs disciples. Les religions parlent de miracles, parlent de paradis, on impressionne, on promet. Et l'impression, elle doit toujours, si on veut se débarrasser de la manipulation des impressions, qu'elles soient spirituelles, divines, matérielles, psychologiques ou n'importe quel niveau, même après 34 ans, on doit observer quel genre de réaction on est en train de faire lorsqu'une impression vient à notre conscience. C'est simple. Le problème est de se rappeler que l'on doit observer lorsqu'on est manipulé. Et là, c'est plus compliqué. Une fois que vous avez acheté pour 300 000 piastres de boîte de savon, alors là, vous vous dites, crème, j'ai été manipulé. C'est un peu tard. Une fois que vous avez peur, que vous partez en courant, pour vous rendre compte qu'en fin de compte, c'était une farce, ben vous avez été manipulé. Et on est souvent vexé d'avoir été manipulé. Mais c'est normal. Mais il faudrait qu'on l'observe sur le moment même. On vous fait peur, vous observez. Et vous n'aurez pas peur. Parce que vous allez être capable de voir réellement la réalité sans filtre psychologique, sans filtre de l'impression, sans filtre mémoriel. Et en ce sens, c'est facile. On n'a pas à effacer quoi que ce soit et on n'a pas à décider, à graver au fond de nous qu'on est manipulé et qu'on le sera toujours. C'est vrai. Mais c'est pas nécessaire d'y croire. Il faut l'expérimenter. Et vous serez toujours manipulé. C'est-à-dire, l'homme mémoriel sera toujours manipulé. L'être humain qui évolue, un jour, ne sera plus manipulé. Et il ne sera plus manipulable. Mais si c'est dans vos mémoires que vous savez que l'homme ne sera plus manipulé, ben dans vos mémoires, c'est faux. Parce que c'est encore mémoriel. Et ce n'est pas le bon homme, c'est l'homme psychologique, encore une fois, qui essaie de voir le jour où il ne sera plus manipulé. L'homme mental ne le sera plus. Et c'est vous aussi, l'homme mental. Mais présentement, c'est plus vous, l'homme psychologique, l'homme mémoriel. Alors, on n'a pas à s'en faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire. C'est-à-dire qu'on doit s'observer lorsque des événements courants, des événements normaux de notre vie, tentent à nous manipuler, à restreindre notre efficacité, à restreindre notre expressivité. Vous voulez embrasser quelqu'un? Si intelligemment cela se fait, ben faites-le. Et après ça, observez-vous. C'est un bon moyen d'expérience. Vous voulez dire à la servante, la waitress, dans le restaurant que son steak n'est pas bon, mais vous pouvez pas, fait que vous vous contentez de le manger ou de le laisser là, puis de payer, puis vous en aller, ben vous êtes complètement manipulé. Vous pouvez être poli, puis lui dire, puis en demander un autre, puis il n'y a rien là. Mais on est manipulé sans cesse, continuellement, parce qu'on a des concepts mémoriels qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer. Vous allez au garage, et puis vous lui dites d'arrêter au premier déclic de la pompe, sinon ça coule. Et puis rendu au déclic, ben il est là, puis il continue parce qu'il veut ajuster ses scènes. Puis vous êtes là avec votre carte de crédit, puis vous vous balancez royalement des scènes. Puis là, vous osez pas. Puis à un moment donné, plouf! Là, il arrête. Là, il resserre ça, puis il remet le bouchon, puis il remet tout ça là, puis il vous donne du type en plus. Ben, à un moment donné, on devrait être capable de... J'ai dit au premier, si tu continues d'en mettre, je paye plus. Il va arrêter d'en mettre. Mais c'est une logique intelligente. Pourquoi gaspiller l'énergie, polluer tout ça pour un concept mémoriel? Observez-vous, puis vous allez voir que les mémoires qui bloquent, les mémoires qui viennent nous nuire, sont quand même raisonnablement, facilement, dissipables.